Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU1. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, président du conseil régional de la Bagoué, a visité le stand de la région au Sahara 2023. Accompagné de la maire de Boundiali, Mariatou Koné, ils ont passé en revue les différentes potentialités de la région. La Bagoué qui a sorti ses plus beaux atouts agricoles pour séduire les invités. La région et ses potentialités ont été prônées. Dans ce journal, nous irons à Dimbokro, dans la région du Onzi. L'orpaillage est devenu une menace pour la sécurité alimentaire. Les produits sont de plus en plus rares. Le phénomène suscite l'inquiétude des populations de la région. Ils s'organisent pour restaurer leurs terres et ainsi garantir la sécurité alimentaire. Et puis, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU tenue récemment, le professeur Mariatou Koné a participé à un panel sur la transformation de l'éducation dans le monde. Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre a égrené toutes les réformes entreprises relativement aux objectifs pour le développement durable en son point 4 lié à l'éducation. Voilà pour le sommaire. Merci à tous d'avoir choisi RTU1 pour vous informer. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan était aussi le cadre pour promouvoir les acquis des villes et régions de Côte d'Ivoire. Le stand de la région de la Bagoué a enregistré la visite du ministre Bruno Nabagné-Koné, président du conseil régional, en compagnie du professeur Mariatou Koné, maire de Boundiali. Ils ont passé en revue les potentialités de la Bagoué présentées à ce Sahara. Le reportage sur place de Juliette Ouéa. La région de la Bagoué présente au Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023. Des exposantes expliquent au public les bienfaits de leurs produits. Graines de riz ou mil transformées en farine, poudre de gombo et autres denrées utilisées pour la cosmétique. Tous sont des produits du terroir. C'est très bon pour les cheveux, la cassure des cheveux. C'est un massage. Et lui, sa particularité, on n'a pas besoin de frotter, de masser. On l'applique simplement et avec une serviette chaude, vous la posez, vous posez la serviette juste sur le doigt. Le ministre de la Construction, Bruno Koné, également président du conseil régional de la Bagoué, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, par ailleurs maire de Boundiali, le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, effectuent une visite du stand de la Bagoué. Pour l'éducation nationale, c'est un moment, le Sahara 2023 arrive à point nommé. Vous savez que nous avons fait les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au sortir de là, nous devons réviser, améliorer nos curricula. Et dans ce sens-là, nous avons introduit quelque chose qu'on appelle la créativité pour les enfants. Et nous avons déjà au sein du ministère quelques activités de créativité, mais avec le Sahara, ça nous donne encore d'autres idées. Je suis très heureux que nous profitions de ce salon pour montrer la Bagoué, pour montrer le potentiel de la Bagoué, et nous l'espérons pour attirer vers la Bagoué des investisseurs ou des personnes qui ont envie d'aider la population de la Bagoué. Située dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué a une population estimée à plus de 500 000 habitants. L'agriculture est la principale activité de sa population, avec la culture de la mangue, du sorgho, du maïs, du coton et de l'anacarde. Et pour lutter efficacement contre les changements climatiques, l'Agence nationale d'appui au développement rural propose l'utilisation des biocarburants. L'ANADER, en s'appuyant sur les nombreuses qualités des biocarburants, a conseillé leur utilisation. C'était au cours d'un panel organisé sur son stand à la 6e édition du Sahara. Le reportage de Juliette Ouéa. Les biocarburants pour lutter efficacement et durablement contre les changements climatiques. C'est ce que recommande ce panel organisé par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Les biocarburants sont des combustibles solides, liquides ou gazeux provenant des déchets agricoles. En Côte d'Ivoire, des acteurs majeurs dont l'ANADER s'engagent à travers le projet de biocarburant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, CO2, dans le secteur du transport urbain. Ils utilisent notamment l'huile extraite des graines d'EVA provenant des plantations locales sous-exploitées. Pour l'ANADER, nous sommes à la recherche d'une solution de valorisation
Donc, et quand nous disons valorisation, il s'ensuit de création de revenus additionnels pour le monde paysan. Et c'est ça notre intérêt. Donc nous avons initié ce projet d'abord pour améliorer la qualité du cacao. Mais c'est chemin faisant qu'avec les partenariats qui se sont développés autour de cette initiative, que nous sommes arrivés à la solution du biocarburant. Et les investigations qui ont été menées ont montré qu'il est possible de produire du biocarburant à partir d'un certain nombre de résidus qui ne sont pas alimentaires. Donc voilà, et c'est comme ça les explorations nous ont amenés vers la graine d'EVA qui jusque-là n'est pas utilisée. Selon les experts, cette transition vers des carburants plus respectueux de l'environnement est un pas essentiel vers un avenir durable pour le pays. On ne parlera jamais assez des dangers de l'orpaillage clandestin sur la santé des populations, mais aussi sur la sécurité alimentaire dans la région du Onzi que forment les départements de Dembokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Les produits vivriers se font rares et les quelques-uns qu'on trouve sur le marché coûtent excessivement cher, conséquence d'un phénomène grandissant. Mais les populations, vous allez le voir, n'entendent pas rester les bras croisés quand l'orpaillage clandestin devient une menace, un sujet proposé par Eugène Atoubé. Village de Boré-Étienne-Cro dans le département de Dimbokro. Ici, l'orpaillage a pignon sur rue. Tous les bras valides ont abandonné les champs et plantations pour s'adonner à cette activité. Conséquence, les produits vivriers sont rares et quand ils existent, leur prix est élevé. Il n'y a pas d'aubergine, il n'y a même pas de choses. Donc, pour se ravitailler en choses, il faut aller en ville. La terre est devenue pauvre en haut. Nous on dit bon, c'est comme ça, va s'aimer. Dans ça, cette année, il y a des gens qui ont essayé, on a planté des trucs, mais c'est rien. Quand on récolte là, il n'y a rien en bas. Une trentaine de kilomètres plus loin, Dimbokro, chef-lieu de la région du Nzi. Sur les marchés, c'est le casse-tête pour les consommateurs. Les denrées coûtent cher. La demande est plus forte que l'offre et les populations en paient le prix. La cause lointaine est connue, la rareté des terres cultivables. On a quitté jusqu'en zone là pour arriver ici parce que si le marché est trop cher, on n'a pas ici. Le marché de Boré est cher plus que les marchandises qui louent. Abidjan, Yamoussoukro, Tumodi. Les populations s'accordent pour dire que la situation est alarmante. Et vu l'état des sols aujourd'hui à Boré-Étienne-Cro, comme dans presque tous les villages où les orpailleurs se sont établis, c'est peu dire. Parmi eux d'ailleurs, nombreux opèrent dans l'illégalité et bénéficient de la complicité de certains habitants des villages d'accueil. Aujourd'hui, une prise de conscience est observable dans les villages et les populations mènent diverses actions pour préserver leurs terres de la dégradation opérée par les orpailleurs illégaux. Le problème d'orpaillage, on a supprimé ça dans notre village ici. Mais à part ça, on arrive à se nourrir parce que les terres sont encore bonnes. Parce qu'on voit que sur les autres villages, bien sûr qu'ils s'enrichissent avec ça, mais la nourriture est peu. Nous lançons un appel à l'État de venir nous soutenir dans la culture. Parce qu'aujourd'hui, nous mourons de faim chez nous à Boré-Étienne-Cro. Les orpailleurs se sont durablement établis dans la région du Nzi et leur présence est une menace permanente pour l'agriculture. Menace aussi pour la sécurité alimentaire. Les observateurs craignent que si rien n'est fait pour y remédier, les générations futures n'auront plus de terres arables pour garantir leur subsistance. Dans le chapitre éducation, la mairie d'Abobo a distribué plusieurs kits scolaires aux élèves issus des écoles primaires publiques de la commune. 45 000 kits pour être beaucoup plus précis. Une action sociale qui est d'une grande portée aux yeux des parents d'élèves. Le reportage sur place de Frédéric Oulayi et Patricia Oumouetia. De la joie pour ces écoliers du primaire. Ils viennent de recevoir des kits scolaires. Un soulagement pour ces élèves issus des quartiers défavorisés. On est vraiment contents et on remercie beaucoup Mme Kandia Kamara pour tout ce qu'elle fait pour les élèves. C'est un total de 45 000 kits scolaires destinés aux écoliers des établissements publics, des écoles confessionnelles et du foyer Akwaba de la commune d'Abobo. Cette remise est l'expression de la solidarité de la ministre Kandia Kamara, maire de la dite commune.
La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a témoigné sa reconnaissance à la donatrice pour ses actions en faveur de la communauté éducative d'Abobo. Les actions que vous posez, Madame le ministre, contribuent à la vie pédagogique. Celle d'aujourd'hui, distribution de kits qui donne à nos enfants du matériel pour travailler. À travers ces actions, la première magistrate veut donner une chance à ses enfants d'avoir accès à l'éducation et améliorer leurs résultats scolaires. Par cet acte de haute portée sociale, nous voulons que le maximum d'enfants d'Abobo puissent aller à l'école dans la tranquillité, dans la quiétude et dans de bonnes conditions. Nous entendons également démontrer que l'éducation de nos enfants est une priorité. Nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement, qui œuvre pour une Côte d'Ivoire solidaire. Dans sa politique de solidarité envers ses administrés, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a engagé des projets de construction d'écoles. L'année dernière, 400 000 kits ont été distribués aux élèves de la commune d'Abobo. Puisque nous parlons de l'éducation nationale, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU tenue récemment, le professeur Mariatou Koné a participé à un panel sur la transformation de l'éducation dans le monde. Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre a égrené toutes les réformes entreprises relativement aux objectifs du développement durable en son point 4, lié justement à l'éducation. Les acquis des États généraux de l'éducation dans notre pays ont également été présentés à cette occasion. Le reportage de Sephora Zegui. L'école ivoirienne se porte mieux depuis la fin des crises socio-politiques successives que la Côte d'Ivoire a connues. Ce sont les propos de la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, à la tribune des Nations unies. Dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, elle a présenté les efforts du gouvernement pour une école de qualité, d'équité, de mérite et de transparence. Face à la crise des apprentissages, particulièrement marquée en lecture et en mathématiques dans l'enseignement primaire, la Côte d'Ivoire a engagé une série de réformes. Il s'agit, entre autres, de l'amélioration des programmes et du processus enseignement-apprentissage. À ce niveau, nous avons pris des mesures concrètes, à savoir la révision des programmes éducatifs et de l'élaboration de manuels scolaires subséquents. Le BIE UNESCO nous accompagne à cela, à travers la révision de nos curricula qui intègrent la créativité, l'écologie, le genre, l'accès à l'enseignement numérique, l'accès aux langues, etc. etc. Le retour à la méthode de lecture syllabique et de la dictée classique, l'augmentation du quantum horaire qui est passé chez nous de 625 heures à 1280 heures par an. Plusieurs acquis notables. Pour autant, l'État de Côte d'Ivoire n'entend pas ménager ses efforts. En perspective, plusieurs autres mesures seront prises dans le cadre des recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous avons une boussole pour les prochaines années pour un montant global de 1 400 000 dollars US. Sur les 4 axes prioritaires, je vais m'attarder sur la priorité numéro 1 qui se dégage de nos États généraux, qui est l'amélioration de l'apprentissage fondamental. De notre point de vue, cette priorité numéro 1 conditionne les 3 autres, que sont la réforme de la profession enseignante, l'élargissement et l'encadrement de l'éducation non formelle et enfin le développement numérique. Un modèle inclusif d'éducation qui a suscité l'admiration des participants à ce sommet, notamment Robert Jenkins, chef éducation et directeur des divisions des programmes à l'UNICEF. Et dans le cadre du Dimanche Magazine, Herman Guivet a reçu à 13h le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, la directrice du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Leur entretien a porté sur un point de la lutte engagée contre le cancer du sein à ce jour. Je vous propose justement de suivre un extrait. À partir de 20 ans, il faut déjà pour toute femme se palper les seins tous les mois, entre le 7e et le 10e jour qui suit le début des menstrues. Pour les femmes ménopausées, elles choisissent un jour dans le mois et elles respectent cette période. Et lorsqu'on atteint 45 ans, à ces 2 éléments, on rajoute la mammographie tous les 2 à 3 ans. La mammographie qui est la radio des seins. Mais je voudrais préciser
Quand on dit le dépistage, c'est venir se faire examiner alors qu'on est en parfaite santé. Ce n'est pas venir dès qu'on a les premiers signes. Depuis l'ouverture du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara le 25 janvier 2018 jusqu'au 30 septembre 2023, sur plus de 10 000 nouveaux patients reçus dans cet hôpital pour tout type de cancer, nous avons reçu exactement 1818 personnes atteintes de cancer du sein. On continue d'avoir de plus en plus de patients au centre, pas forcément parce que le cancer du sein augmente en Côte d'Ivoire, mais surtout à cause du fait que dans cet établissement, il y a toutes les conditions de prise en charge, de traitement des cancers, notamment des cancers du sein, puisque c'est le thème qui nous réunit. Mais il y a également des actions sociales que l'État a mises en place dans cet hôpital qui font qu'aucun traitement n'est retardé dans cet hôpital pour des raisons financières. Donc les personnes peuvent être traitées d'abord, payées en différé et même par fractionnement. Donc le nombre de patients qui viennent dans cet hôpital est de plus en plus croissant. Ce que je peux vous dire en termes de résultats, c'est que depuis que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le CNRAO, qui est venu renforcer l'offre de soins qui existait déjà, tous les éléments mutualisés ont permis, et ça a été démontré scientifiquement en octobre 2022, la Côte d'Ivoire a réduit de 25% le risque de décès par cancer du sein. Par ailleurs, les efforts, vous allez le voir, se multiplient en ce mois d'octobre consacré à la lutte contre le cancer du sein. Le groupe Fraternité Matin et la coalition des organisations de lutte contre la maladie ont lancé la campagne Octobre Rose. C'est une initiative qui vise à sensibiliser les femmes du pays au dépistage précoce. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 6 octobre 2023 dans la commune d'Adjamé. Amidi Rassouba, Franck Wadio, Userbli. Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. La cause est soutenue et même imagée à travers ces rubans roses bien épinglés. La raison même de cette activité, le groupe Fraternité Matin, en partenariat avec la coalition des organisateurs de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, procède au lancement de la campagne Octobre Rose. En toute solidarité, pour les soins plus justes, c'est la thématique retenue. Ce mois d'octobre qui est dédié à la sensibilisation, à l'éveil des consciences et pour faire un peu le point, qu'est-ce qu'on a, jusqu'où on devait arriver et on n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on peut rectifier et qu'est-ce qu'on peut faire davantage. C'est un mois de bilan, de sensibilisation, de prise de conscience. L'objectif de ce mois, sensibiliser les populations et contribuer à réduire l'impact du cancer chez la femme. Malheureusement, toutes les minutes, une femme meurt du cancer du sein dans le monde. Si cette réalité vous émeut, alors engageons-nous. Engageons-nous, chacun à son niveau, à jouer sa partition pour donner un sens à ce mois d'octobre. En 2024, nous aurons à Grand Bassam, si tout se passe bien, un centre d'oncologie de dernière génération avec une capacité d'accueil de 200 places. Les choses se mettent en route. L'espoir est donc permis. Ensemble, continuons à célébrer cet espoir, à pleurer avec celles qui partent, à pleurer avec les familles qui sont endeuillées, mais surtout à sourire avec celles et ceux qui restent toujours en vie. Selon le programme national de lutte contre le cancer PNL-CA, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Il affiche un taux de mortalité élevé de 58%, soit 5 femmes qui trouvent la mort chaque jour. Pendant ce temps, les bureaux des conseils régionaux continuent de s'installer. Ce samedi, le préfet de région de Lagné-Bitiassa a procédé à l'installation du nouveau bureau de cette collectivité décentralisée. Il sera présidé par Pierre Ngoudemba, assisté de 5 vice-présidents. Et pour ce deuxième mandat, cette équipe entend accélérer la transformation de la région en misant sur la réalisation des infrastructures de base, la lutte contre la pauvreté ou encore la sécurité. Le témoignage de Mahama Traoré. En respect des textes en vigueur, cette première réunion du Conseil régional a été convoquée par le préfet de région et dirigée par le doyen d'âge des 60 membres du Conseil. Comme le veut la législation, Pierre Ngoudemba est déclaré président du Conseil régional de Lagné-Bitiassa en sa qualité de tête de liste déclaré vainqueur à l'issue des élections. Il sera épaulé dans sa tâche par 5 vice-présidents. Nous devons pouvoir nous capitaliser les acquis du mandat passé. Oui, il y a des acquis, mais beaucoup reste à faire. Nous devons donc retrousser les manches pour qu'ensemble nous puissions donc aller au-devant des problèmes et préoccupations de nos parents et travailler pour le développement de notre région. Cela est possible
parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête de notre pays un grand président qui a une grande vision pour son pays. Ce qui a été fait ici dans cette région est dû en partie à son appui, à sa vision. Et je pense que le président Alassane Ouattara, qui veut aller plus loin dans le développement de notre pays et avec son gouvernement, peuvent nous accompagner. Présidant cette cérémonie d'installation, le préfet des régions, Siendou Koulibaly, rappelle aux conseillers régionaux leurs devoirs. Lorsque le président vous convoque à une réunion, la loi vous oblige absolument à être présent. Dans le cas échéant, vous allez vous soumettre à la rigueur de la loi. Au moment où vous rentrez en fonction, vous devez le savoir. Et la sanction, lorsque vous êtes exclu d'office, au prochain mandat, vous ne pourrez plus être sur une liste, que ce soit du conseil municipal ou d'un conseil régional. Adduction en eau potable, électrification des zones rurales, accès aux soins de santé, éducation, sécurité et lutte contre la pauvreté sont les priorités de Pierre Demba pour ce nouveau mandat. Il précise que le bureau des vice-présidents sera renouvelé chaque année selon la performance de chacun d'entre eux. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, est réélue à sa propre succession pour un mandat de 5 ans. Elle a été également installée officiellement ce samedi 7 octobre à Guiglo, chef-lieu de région, avec son équipe composée de 5 vice-présidents et 55 conseillers régionaux. La cérémonie d'installation présidée par le préfet de région, Tiané Biassina, s'est tenue au siège du conseil régional. Les populations, elles, attendent le renforcement de l'union et l'entente, comme nous le montrent Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Ambiance de fête au siège du conseil régional du Cavali. Et pour cause, les autorités administratives et les populations procèdent à l'installation officielle de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, qui rempile pour un second mandat à la tête de cet outil de développement. La présidente fraîchement réélue et son équipe sont présentées par le préfet de région du Cavali, Diané Bassinima. Anne-Désirée Ouloto témoigne sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu avant de dévoiler sa vision. Les défis futurs seront encore plus nombreux, contraignants et nécessiteront davantage d'efforts individuels et collectifs. Pour un impact plus rapide et significatif sur nos populations et sur l'enveloppe globale dans notre région. Tous les chantiers ambitieux que le conseil régional envisage de redynamiser ou d'ouvrir dans le cadre de nouvelles perspectives. Pour la réussite des missions de développement, la présidence du conseil régional mise sur le soutien des élus et cadres du district autonome des montagnes. Sa victoire, c'est là aussi la victoire du développement de notre région. Pour les 5 années à venir, je pense qu'avec déjà 4 ans, ce qu'elle a pu faire, nous souhaitons vraiment qu'elle puisse encore faire plus d'avantages. Elle est déjà lancée. Elle a même planté le décor et nous a présenté les missions qui leur sont assignées pour la mandature actuelle. Je ne peux que prier le bon Dieu pour que dans sa plénitude, elle réussisse vraiment sa mission. La présidente du conseil régional du Cavali a remporté le prix d'excellence du meilleur élu local de 2023 pour ses actions de développement. En religion, la paroisse Saint-Michel-Archange d'Adjamé a célébré la messe de clôture marquant les festivités de ses 70 ans d'existence. La messe a été présidée par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il a invité les fidèles à plus d'engagement dans leur foi. Grâce Kando. 70 ans que la graine de l'évangélisation est sémée par la Société des missions africaines SMA, 70 ans au service de la foi chrétienne. La paroisse Saint-Michel-Archange d'Adjamé célèbre ce dimanche ses noces de platine, marquées par une messe d'action de grâce présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois. Pour les fidèles, la mission d'évangélisation porte ses fruits. Il y a eu une quasi-évolution. Là où hier, il n'y avait que des camins, c'est-à-dire des ébliers, aujourd'hui, vous avez pu assister à un rassemblement de plusieurs langues dans cette paroisse. Des noces de platine qui enregistrent la participation d'autres communautés et plusieurs invités venus apporter leur soutien, en l'occurrence le ministre Paulin-Claude Danho et le premier magistrat de la commune d'Adjamé. Adjamé est une commune famille
et nous vivons en parfaite harmonie avec nos populations. Tous ces pionniers qui ont planté la graine de l'évangélisation en terre Atchan. Grâce à eux, aujourd'hui, des fils et des filles de notre peuple, les Tchamans, ont témoigné de leur foi et se sont engagés à construire une société de paix et de fraternité. En 70 ans d'existence, la paroisse Saint-Michel-Archange enregistre plus de 30 000 baptisés et environ 1000 mariés, 17 prêtres et une dizaine de religieuses. Jean-Pierre Cardinal Coutois appelle les fidèles à préserver ces acquis en allant de l'avant. Aller de l'avant, c'est prendre en compte les avertissements que le Seigneur nous adresse. Avertissement à comprendre comme une invitation à faire mieux. Et les textes que nous avons entendus ce jour pourraient nous aider en ce sens. La messe d'action de grâce de ce dimanche vient mettre fin aux festivités des 70 ans de la paroisse Saint-Michel-Archange, lancée en octobre 2022. Dans l'actualité sportive, nous sommes à moins de 100 jours de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays accueille. Les préparatifs, vous allez le voir, vont bon train. Les comités locaux de la CAN à Korogo et Bouaké viennent d'être installés. Le président du COCAN, François Albert Amichia, a investi le préfet des deux villes pour diriger ce comité. Arsène Kouassi. En remettant la décision de l'arrêté de nomination, le président du COCAN, François Albert Amichia, fait du préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, le président du comité local d'organisation de la CAN, Kolokan Korogo. Le préfet invite les populations à consentir tous les sacrifices nécessaires. Efforçons-nous de donner à notre ville une image attrayante, agréable et accueillante. Je voudrais inviter les commerçants d'accepter que les installations anarchiques du domaine public soient corrigées, nettoyées et libérées. Organe déconcentré du COCAN 2023, le comité local d'organisation sera chargé, entre autres, de l'exécution, du suivi et du soutien des décisions et actions définies ou approuvées par le COCAN. Korogo symbolise au plus haut niveau la volonté de déconcentration que le président Alassane Ouattara a choisi d'imprimer au tournoi. De par sa position de poste frontière avec le Mali et le Burkina Faso, deux pays qualifiés pour la compétition, Korogo et sa région représentent des portes d'entrée, des flux de supporters et de touristes qui viendront bonifier notre grand événement. Pour le nouveau maire de Korogo, Lassina Ouattara Dilas Pierre, premier vice-président du Kolokan, c'est un honneur pour Korogo d'abriter des matchs de poule de la CAN. À ma qualité de maire de la commune de Korogo, avec mon conseil, nous nous engageons à prendre toutes les dispositions pour permettre au comité local de la COCAN de travailler dans les meilleures conditions possibles. Après l'étape de Korogo, le préfet de la région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, a été également investi président du Kolokan Bouaké. Monsieur le président du COCAN, nous sommes fiers de ce choix. Toutes les autorités administratives et locales de la région de Bouaké et les populations ressentent ce choix comme un immense honneur. De son côté, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de la CAN à Bouaké. Concrètement, nous allons mobiliser, que cette population sache quel est son rôle et sache aussi et surtout ce qu'elle-même peut tirer de toute cette organisation. Parce que c'est beaucoup de richesses qui vont être brassées là, c'est beaucoup d'emplois temporaires qui vont être créés là. Après Yamsokro, Korogo et Bouaké, la tournée d'installation des comités locaux d'organisation de la CAN s'achève ce lundi 9 septembre 2023 avec l'implantation du Kolokan San Pedro. Cette semaine, le monde a beaucoup bougé. Voyons ensemble ce qui a fait l'essentiel de l'actualité dans le 7 sur 7 avec Souleymane Donisangou et Franck Kouadio. Le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Il avait toutefois refusé de se présenter aux élections présidentielles de 2018. Le Dr Mukwege est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années.
Au moins 40 passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d'un bateau sur le fleuve Niger, dans le nord-ouest du Nigeria. Le bateau qui transportait 50 personnes a chaviré à cause de forts courants et 10 passagers ont pu être secourus après une journée de recherche. Les disparus sont probablement morts noyés. La FIFA a attribué pour la première fois de l'histoire l'organisation de la Coupe du Monde à 3 pays de 2 confédérations et continents différents. Ce sont l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Le tournoi de 2030 verra le Maroc accueillir la Coupe du Monde pour la première fois après 5 tentatives infructueuses. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision France 24, le ministre nigérian des Affaires étrangères est revenu sur la situation au Niger. Le chef de la diplomatie nigériane a déclaré que l'option d'une intervention militaire du bloc régional de la CEDEAO reste sur la table. Le diplomate affirme toutefois qu'une solution négociée reste privilégiée. La journaliste et militante des droits de l'homme iranienne Narges Mohammadi est la lauréate du prix Nobel de la paix. Elle se trouve actuellement en détention. Ce prix lui a été remis pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains et de la liberté pour tous. Après le séisme de magnitude 6,3 qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan, le bilan s'est alourdi avec la découverte de corps sous les décombres des immeubles. Selon le dernier bilan des autorités, plus de 1000 femmes, enfants et personnes âgées blessées ont été enregistrées. La branche armée du Hamas a lancé une attaque de grande ampleur contre Israël. Ce dimanche, l'armée israélienne fait état de plus de 600 morts et plus de 1000 blessés selon son dernier bilan. Son porte-parole a déclaré que l'armée israélienne a pour mission d'évacuer sous 24 heures tous les habitants des zones du pourtour de la bande de Gaza. Et nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.